Merci Guillaume. Bonjour à toutes et tous et bonjour aux personnes qui nous regardent sur Twitch. On a Jérémy qui nous a aidé à organiser cet événement et qui vous regarde sur Twitch. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, il va les prendre et on pourra les poser à nos intervenants tout à l'heure. Donc bienvenue à tout le monde. Et pour les personnes qui ne me connaissent pas, je m'appelle Céleste. J'ai passé 5 ans et demi au Bon Coin et chez Adevinta. Et maintenant je suis en freelance et j'ai le plaisir de travailler dans l'équipe de Guillaume tous les mercredis. Et c'était une joie pour moi d'organiser cet événement. On avait déjà travaillé avec Guillaume sur les sujets de santé mentale. On avait organisé, et peut-être que certains d'entre vous y étaient, des conférences pour parler de neurodiversité et pour parler de burn-out. Et je crois que le burn-out, c'était vraiment il y a un an. Donc c'est un plaisir de se retrouver ici une dernière fois à FSM pour aborder à nouveau le sujet de la santé mentale. Et voilà, il y a quelques semaines, Guillaume est venu me voir dans le bureau en me disant « Je sors d'un call avec un mec incroyable, il s'appelle Alexis, c'était passionnant, il faut qu'on fasse un truc. » Et donc on s'est dit go, profitons d'avoir FSM et rencontrons donc les deux fondateurs de Terra avec qui je vais avoir le plaisir d'échanger. Je voulais vous dire, pour les collaboratrices du Bon Coin, on vous a préparé des ressources que je vous partagerai après. C'est aussi l'occasion de vous rappeler ce que les RH sont en train et ont développé pour nous. Et puis aussi des ressources externes, des articles, des podcasts qu'on trouve intéressants, notamment des recos aussi d'Alexis et d'Hortense. Donc on vous partagera tout ça après. Je vais remonter. Et je vous dis bienvenue Hortense et Alexis, c'est un grand plaisir de vous accueillir. Et pour commencer cette table ronde, on va échanger et après il y aura un temps pour vos questions, donc n'hésitez pas. Est-ce que vous pouvez commencer par vous présenter ? Merci beaucoup à vous de nous accueillir. Merci d'être venus. Je suis ravie d'être intervenante aujourd'hui, surtout sur ce sujet. Je m'appelle Hortense Gruot, je suis psychologue clinicienne et j'ai cofondé avec Alexis et deux autres personnes Terra. Peut-être avant de parler de mon parcours, tu peux peut-être te présenter. Moi, du coup, c'est Alexis. J'ai également cofondé avec Hortense Terra. Merci Céleste, merci Guillaume, merci Jérémy pour l'invitation et hyper fier d'être là pour la dernière dans vos bureaux. Un peu ému comme vous. Donc pour mon parcours rapidement, j'ai été diplômée de psychologie avec une spécialisation en intervention judiciaire. Donc je me suis occupée pendant 7 ans de l'évaluation et de la prise en charge d'auteurs d'infractions pénales. Donc assez spécifique, mais c'est un point de départ important parce que ça m'a mis au contact d'univers institutionnel, d'une mission de service public qui se faisait dans des conditions particulières et probablement un petit peu vieillissantes aussi. Hein, c'est l'état de beaucoup de nos institutions françaises de manière générale. Et quand en 2021, j'ai eu l'opportunité de travailler avec Alan. Alan, c'est donc une entreprise dans le domaine de la tech, un partenaire santé qui à ce moment-là développait une offre qui est l'offre Mind, donc une offre santé mentale. J'ai travaillé avec eux pendant 4 ans et donc ça m'a mis au contact d'un univers de travail très différent, avec plein de ressources, avec toute l'efficacité qu'on connaît à la tech, tournée vers des solutions, du concret. Moi, ça a complètement changé mes habitudes de travail. Je me suis sentie très portée par ça. Et puis, je suis partie d'Alan en janvier 2025 pour rejoindre TIL, que vous connaissez peut-être, qui est une autre boîte en santé mentale dans le domaine de la tech, qui cette fois propose aux collaborateurs tout un parcours de soins en santé très spécifique, avec quelque chose de très abouti au plan psy. Et donc, je les ai rejoints en début d'année 2025. Et puis, au printemps, j'ai rencontré Alexis, donc c'est assez récent. Et cette rencontre, elle nous a amené à penser notre outil à nous pour répondre aux besoins santé mentale, santé psychologique, faire en sorte de proposer quelque chose qu'on pouvait construire ensemble sur mesure. Et ce projet, j'ai trouvé ça passionnant, très porteur. Et donc, je me suis lancée dans cette aventure-là en parallèle d'une mission d'enseignement en psychologie. J'enseigne en études supérieures et d'un cabinet en libéral que je conserve. C'était important pour nous que je puisse continuer d'avoir une relation directe au quotidien avec des patients. Et puis, cette mission entrepreneuriale par ailleurs. Merci Hortense. Et moi, du coup, c'est Alexis. Avant la rencontre avec Hortense et le lancement de Terra, pendant presque 10 ans, j'ai fait un peu comme vous chez Le Bon Coin, c'est-à-dire que j'ai travaillé et œuvré à ma petite échelle à rendre la consommation de produits de seconde main presque mainstream. En l'occurrence, c'était pas de l'occasion, c'était du reconditionné dans une autre boîte française que vous connaissez également, je pense, qui s'appelle Back Market, principalement au contact des reconditionneurs au début en France,
ensuite en Europe, et après j'ai eu la chance de partir vivre et m'installer au Japon, en l'occurrence à Tokyo. Depuis Tokyo, j'ai été le directeur général au début du Japon, ensuite de l'Asie, qui inclut la Corée du Sud, en l'occurrence, et l'Australie. Et après quelques années au Japon, j'ai rencontré ma femme, on a déménagé à Londres, et là j'ai fait la même chose, mais cette fois-ci, pas sur du B2C, mais sur du B2B, pour essayer de faire la même chose, de rendre populaire et un peu plus mainstream dans un environnement qui ne l'était pas, l'achat de produits de seconde main. Et ensuite est né Terra, mais je pense qu'on en reparle un petit peu après, c'est ça? Donc je vais m'arrêter là. Grand suspense. Merci à tous les deux pour ces présentations. Alors c'est l'objet du BBL ce midi, c'est quand la santé mentale rencontre la tech. Et donc avant toute chose, je voulais te demander, Hortense, est-ce que tu peux nous proposer une définition de santé mentale, qu'on sache de quoi on va parler? Bien sûr, donc la santé mentale, qu'on ait une définition commune aujourd'hui. Et puis Céleste, n'hésitez surtout pas à me dire si les mots sont un peu trop psy. La santé mentale, en fait, c'est un processus qui est très individuel, qui est évolutif, donc qui se prend dans ce qu'on appelle un critère normatif. C'est-à-dire que ça dépend d'une norme, ça dépend d'une époque, d'un contexte social, d'un groupe, etc. Mais si ensemble, là, aujourd'hui, on devait faire une définition de la santé mentale d'un point de vue un peu clinique, que vous puissiez partir d'ici en vous demandant est-ce que je suis en bonne santé mentale, les critères de santé mentale seraient les suivants. L'idée d'une bonne santé mentale, c'est d'un équilibre intrapsychique, donc ressentir de l'équilibre à l'intérieur de soi. Et qu'est-ce qu'on a dans sa balance pour être à l'équilibre? Bien sûr, on a l'accomplissement dans des tâches personnelles, dans des tâches individuelles, sentir qu'on vit, qu'on vibre à travers le quotidien, ce qu'on mène comme petites actions. Après, on a, en fonction de nos envies, de nos besoins et de nos capacités, est-ce qu'on mène des interactions sociales qui sont satisfaisantes? Est-ce que mon relationnel me fait du bien, me porte, m'aide, m'accompagne? Et ça, c'est tant au plan socio-familial que amoureux, affectif, etc. Après, on a, et c'est normal aussi, le corps sain qui porte tout ça. La santé mentale, elle va venir complètement coexister avec l'enveloppe et puis l'état de cette enveloppe-là. Et puis, ce qu'on oublie souvent dans la santé mentale, c'est ce qui est pourtant fondamental, c'est de partir du principe que parfois elle est moins bonne et que notre retour à une bonne santé mentale va dépendre de notre capacité de cicatrisation. La cicatrisation, c'est quoi au plan psychique? C'est cette idée qu'on peut dépasser des épreuves, les faire siennes, les intégrer, et que finalement, ça nous solidifie. Vraiment l'idée que la peau est plus épaisse là où il y a une cicatrice, et donc que ça donne de l'ancrage et de la solidité. Donc voilà, donc ma bonne santé mentale, ce serait tout ça à la fois, et puis surtout de la bienveillance sur le fait que ça fluctue, juste continuellement. Donc fluctuation, ça veut dire parfois je vais moins bien, il y a des creux, mais une bonne santé mentale et un équilibre, ce serait des petits creux et des pas trop grands hauts. C'est un petit peu l'idée. Voilà, c'est la définition d'un point de vue descriptif clinique qu'on pourrait en faire aujourd'hui. Merci Hortense, oui, donc on comprend bien qu'il y a beaucoup de paramètres en jeu. Et est-ce que tu peux nous dire où on en est côté santé mentale en France aujourd'hui? Est-ce que tu as quelques chiffres à nous partager? Oui, qui sont probablement des chiffres assez peu rassurants, mais importants à avoir en tête. Donc on a un baromètre de santé publique, peut-être que vous le savez déjà, qui permet d'éclairer un petit peu la réalité du paysage français en termes de santé psy. Deux chiffres importants que vous puissiez vous faire une idée. Donc le baromètre Santé publique France de l'année dernière nous dit la chose suivante: un Français sur 6 rencontre ou a rencontré dans sa vie un épisode dépressif. Donc la dépression, c'est pas simplement une humeur triste et un coup de mou, hein. C'est quelque chose qui peut s'installer, soit être aigu à un moment donné mais très fort, soit s'installer de manière chronique un peu plus durable. Donc 1 sur 6, une dépression. Et 1 sur 7, un épisode anxieux invalidant diagnostiqué. Donc quelque chose, pas simplement un petit trac, hein, vraiment quelque chose qui empêche le quotidien. Donc ces deux chiffres forts, c'est surtout plus représenté encore que les baromètres des années passées. Donc ça veut dire que ça évolue et probablement pas dans le bon sens. Et deux populations peut-être, mais qui sont en souffrance. La première qu'on va retrouver beaucoup représentée dans le baromètre, c'est nos jeunes, donc les étudiants, pour plein de raisons. C'est multifactoriel, mais Le Monde a titré en octobre 2025 un article sur la santé mentale des étudiants en nous disant on a un étudiant sur 3 qui est en souffrance majeure au plan psychique. Et puis après, on pourra peut-être un peu parler de la santé mentale dans la tech, de ce qu'on a comme chiffres, que ça puisse vous parler un peu plus directement. Est-ce que toi, tu voudrais nous dire quelque chose sur la santé mentale en France ?
Malheureusement, oui, pas hyper optimiste. Les chiffres dont tu parlais et qui sont publiés tous les ans dans ce baromètre, malheureusement, font que tous les ans, les chiffres ne s'améliorent pas. Il y a également une libération de la parole auprès des plus jeunes générations, auprès de votre génération, de nous, qui fait qu'on est également plus ouvert, plus à l'aise pour parler de notre santé mentale. Et potentiellement, cette libération de la parole, elle s'accompagne dans ce fameux baromètre de cette capacité à prendre du recul sur notre santé mentale et de pouvoir dire plus facilement oui, et là, je vais mal ou j'ai été mal les derniers mois. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'il y a plein de solutions, de plus en plus, à minima, de solutions qui existent. Mais effectivement, le tableau n'est pas hyper joyeux, disons. Voilà, et il l'est probablement pas non plus dans la tech. Si on fait un petit point dans la tech, on a de la revue scientifique, on a de l'info sur comment vont les gens psychologiquement, ceux qui travaillent dans le secteur de la tech. Je vais vous donner 2 chiffres importants qui sont peut-être le point de départ de la réflexion. Le premier, c'est si on prend les fondateurs de start-up. Ceux-là, donc il y a eu une étude standardisée qui a été publiée en 2022 qui nous donne accès et ce sera dans les ressources qu'on vous donne, qui nous donne accès un petit peu à la réalité de ce que nous disent les fondateurs d'un point de vue autodéclaratif. Quand on leur demande comment va votre santé mentale, ils sont 1 sur 2 à dire ma santé mentale est mauvaise ou très mauvaise. Donc ça, c'est quand même assez fondamental. Et puis si on élargit, pas simplement aux fondeurs, mais qu'on parle des salariés dans le domaine de la tech, ils sont 87% à nous dire en 2022, il y a 3 ans, mes conditions de travail dans l'exercice de mon métier nuisent à mon équilibre psychique. Donc c'est quand même une très large majorité, ce qui je pense ouvre vraiment la discussion aujourd'hui et un bon point d'ancrage. Ouch. Mais merci pour ces partages. Et justement, c'est tout l'idée de l'échange qu'on a aujourd'hui, c'est de comprendre les spécificités santé mentale dans la tech et comment la tech peut aider à améliorer notre santé mentale. Donc c'est très intéressant d'avoir aussi ces points de départ pour voir comment après on peut essayer d'améliorer la situation. Et on en a parlé quand on avait fait l'événement autour de la neurodivergence, mais c'est vrai qu'il y a une surreprésentation de profils neuroatypiques au sein de la tech. Et je crois que pour parler aussi de choses plus positives, ces profils neuroatypiques ont une plus grande capacité à innover. Est-ce que tu peux nous parler de ça ? Oui, en fait, donc là, je vous ai donné les conséquences de travailler dans la tech. Et puis, qu'est-ce qui fait qu'on s'y retrouve ? Pourquoi est-ce que vous êtes ici ? Alors, il y a plein de raisons, c'est multifactoriel, mais il y en a certaines qui sont intéressantes à creuser un petit peu. On a une surreprésentation de certains modes de fonctionnement, de certaines intelligences, de certains modes de réflexion dans les métiers de la tech. On a des modes de réflexion qui sont ce qu'on appelle, nous, logico-mathématiques. C'est des intelligences spécifiques. Vous savez, il y a des types d'intelligence. On peut avoir une intelligence musicale, notamment. Bon, et on peut aussi avoir une intelligence logico-mathématique. Pourquoi ? Parce que dans les métiers de la tech, on va aller chercher ces compétences-là. Qui a la capacité à raisonner, à dénouer des nœuds, la capacité à essayer un maximum d'être dans la transformation, l'innovation, la croissance, donc un espèce de sur-challenge comme ça, qui va impliquer que cette capacité à résoudre des problématiques, à penser les choses avec des symboles très abstraits, c'est une intelligence spécifique. Plus les compétences recherchées sont celles-ci, mathématiques, informatique, créativité, etc., plus on va avoir ces profils. Plus on a ces profils qui travaillent ensemble, plus ils font ce qu'on appelle du mimétisme cognitif, donc plus ils finissent par se ressembler encore plus. Et donc on est sur une auto-alimentation de ce mode de fonctionnement cognitif-là. Et ce qu'on retrouve aussi beaucoup dans les métiers de la tech, ça va être les neurodiversités, et notamment les neurodivergences. Divergence, ça veut dire qui s'éloignent de la norme, qui sont atypiques. Donc la neurodivergence, c'est réfléchir, cérébraliser, penser, nouer, dénouer, de manière un peu différente du lot commun. Donc on peut psychologiquement se sentir un peu en marge, avoir l'impression qu'on réfléchit un peu en dehors de la boîte, avoir la sensation qu'on est un petit peu à part. Et donc typiquement, ça va être le spectre autistique, ça peut être les TDAH, les troubles attentionnels et de la concentration, avec ou sans hyperactivité. Ça va être les dysorthographiques, dyspraxiques, dyscalculiques, voilà. Et donc, on a une surreprésentation de ces profils-là. Parce que d'un point de vue social, ils vont venir se regrouper, essayer de créer une nouvelle
normes à petite échelle, consciemment ou pas, et aussi parce que ça correspond tout à fait aux critères d'innovation. Et en fait, pour innover, il faut être capable de penser au-delà du conçu, de ce qui existe. Il faut être capable d'être doté d'un sens critique, de transformer, et ça, c'est absolument nécessaire dans les métiers de la tech. Et donc, on va beaucoup retrouver ces profils. Donc, logico-mathématiques, neurodiversité, et c'est ce qui permet totalement l'innovation, parce que le neuroatypisme, c'est ça. C'est la perspective, c'est le futur, c'est la différence. Là où le neurotypisme, c'est la stabilité, l'ici et maintenant, etc. Et neurodivergent et neuroatypique, c'est la même chose ? Exactement. Okay. Mm-hmm. Et comment tu vois, parce que tu disais que c'est des profils, et j'imagine que c'est quelque chose d'assez humain de manière générale, qui ont tendance à se regrouper. Donc est-ce qu'on peut imaginer que dans les années à venir, la tech va continuer à recruter majoritairement ce type de profil ? Complètement. En fait, plus on se sent différent dans un écosystème A, plus on va chercher à aller vers un écosystème B qui nous ressemble, simplement par besoin d'appartenance et lutter contre le processus d'isolement. Et donc, en allant là-bas, on recrée cette norme rassurante à petite échelle, on se ressemble, autour de nous, les modes de fonctionnement nous parlent. Tout d'un coup, ça y est, on n'est plus quelque part en marge. Et donc, ce mimétisme cognitif, il finit par recréer cette petite échelle sociale, une nouvelle norme qui rassure énormément. Donc oui, d'un point de vue affectif, être auprès de ceux qui nous ressemblent, même dans leurs différences, c'est fondamentalement rassurant. Et je pense que c'est une bonne transition vers Terra, parce qu'on va en reparler, mais si j'ai bien compris, c'est aussi au cœur de la démarche, c'est de permettre aux gens d'aller trouver des psys qui, pas forcément leur ressemblent, mais qui en tout cas ont des problématiques, des socles culturels communs. Et donc je te donne la parole, Alexis, déjà pour que tu nous racontes la genèse de Terra, comment tu as quitté Back Market pour créer cette plateforme. Est-ce que tu peux nous raconter ton parcours ? Bien sûr, avec plaisir. Alors au début, je n'ai pas quitté Back Market, mais Terra, ça commence en septembre 2024, avec ce qui a été au début plutôt une mauvaise nouvelle, car j'ai été diagnostiqué d'un lymphome, donc d'un cancer du sang, en stade 4. Alors, si vous êtes un peu familier avec les stades du cancer, il n'y en a que 5. Du coup, le 5, c'est plutôt une mauvaise nouvelle, et le 4, c'était relativement une mauvaise nouvelle. La chance a fait que j'ai pu être traité rapidement, et lorsqu'il s'est avéré que la chimio fonctionnait bien après plusieurs semaines et que ma survie était tout simplement plus, en tout cas moins une question et moins un sujet, je me suis dit tout simplement que consulter un psy, c'était sûrement bien sans savoir trop pourquoi, mais j'avais eu la chance d'avoir déjà consulté moi en 2020 lors du Covid. Je pense que beaucoup d'entre nous ont pu consulter à ce moment-là pour une étape de vie qui n'était pas la plus simple pour beaucoup d'entre nous, en l'occurrence à l'époque pour des sujets hyper différents. Donc j'avais déjà franchi le pas de la thérapie, j'avais pas forcément peur de consulter. Mais là, face à ce qui est toujours un peu un trauma, on ne s'en remet pas si facilement. Je me suis dit que je voulais tout simplement consulter pour savoir si ça allait bien. Et de fait, quand tu es en chimio, tu ne vas pas forcément très bien. Et là, j'ai fait moi, ce que je recherchais à l'époque, c'était un psychologue qui allait me comprendre, sachant que j'avais deux choses que moi je considérais me définissaient, à la fois être ce profil du monde de la tech, c'est-à-dire pour lequel, en tout cas pour moi, mon travail avait une importance forte. Il s'avère que j'ai continué à travailler durant les premiers mois de la chimio, pas parce que je suis courageux ou pas parce que j'aime particulièrement Back Market et mon travail, tout simplement parce que ça me donnait du sens lorsque dans les premières semaines, les premiers mois, je me retrouvais à avoir peur et à me poser la question si j'allais mourir ou pas. Bon, à minima, passer 8-9 heures par jour à penser à autre chose, en l'occurrence à vendre des téléphones reconditionné, ça me permettait de ne pas penser à moi potentiellement qu'elle allait y passer. Mais j'avais besoin de quelqu'un qui comprenait ça et qui n'allait pas me dire « Oh mon Dieu, mon pauvre Alexis, il faut arrêter de travailler, il faut se reposer ». Petit 1. Et petit 2, quelqu'un qui allait comprendre ce que c'était une chimio, qui avait une mini-expérience de l'oncologie, une personne à laquelle je n'allais pas devoir expliquer de A à Z ce que c'est une chimio, à quel point ça peut être compliqué, à quel point c'est fatigant, à quel point perdre mes cheveux, oui, c'est un peu chiant, et mes sourcils encore plus. Et dans cette recherche-là, j'ai fait la même chose que beaucoup de personnes. Petit 1, j'ai demandé à mes proches et à mon entourage. Il s'avère qu'il n'y avait personne qui pouvait me recommander un psychologue qui s'y connaissait dans la tech et qui s'y connaissait en onco. Et de 2, j'ai fait comme potentiellement beaucoup d'entre vous ici, j'ai été sur Docto. Avec mes petites mains, j'ai tapé psychologue dans le 19e, mais là où j'habite, le meilleur arrondissement. Et tout simplement, j'ai fait
l'épreuve d'Octo, c'est-à-dire il y a littéralement 6600, je me rappelle, 6637 noms qui sont apparus devant moi sur plusieurs dizaines de pages. Et devant ce mur d'Octo, comme on l'a pu l'appeler, comme j'ai pu l'appeler un petit peu après, je me suis retrouvé tout simplement perdu. J'ai eu la chance de pouvoir quand même arriver à trouver un psychologue et ça n'a pas fité, ça n'a pas matché parce que, en l'occurrence, c'est le psychologue qui était sûrement très bien, travaillait en psychanalyse. On pourra en parler un petit peu après des différents référentiels. Il s'avère que la psychanalyse, ça ne marchait pas trop avec moi. Je fast forward un petit peu et quand ça allait un peu mieux, quand la chimio là, marchait vraiment bien, quand j'avais plus d'énergie, un peu plus de force, j'ai commencé à passer 1 heure par jour, ensuite 2 heures par jour, 3 heures par jour, à essayer de comprendre si ce qui était mon épreuve et mon expérience, alors pas tant celle de la chimio et du cancer, mais de celle qui est de quelqu'un qui a galéré à trouver un psy, si j'étais le seul à galérer ou pas. Et les chiffres, Hortense en a un petit peu parlé, et Guillaume également au début. Bon, il s'avère que je ne suis pas le seul à la fois à passer par des épreuves dans lesquelles ma santé mentale se retrouvait affectée, petit 1, et pas le seul également à galérer à trouver un psychologue. Et ça a été le point de départ. Il s'avère que j'avais des proches, des potes et des collègues également de Back Market qui se sont retrouvés dans cette problématique. Et on s'est mis à travailler le sujet avec une approche très patient et utilisateur, si on parle un peu tech, en se disant ok, moi j'y connais rien à la santé mentale, tout ce que je connais c'est une problématique utilisateur, mais bon, on est dans la tech, on peut parler un tout petit peu en anglais, sinon ça serait pas très marrant. Et on a taffé un peu le sujet avec cet angle-là. Pourquoi en France ça n'existe pas? Et là on a commencé à regarder ce qui se faisait à l'étranger, avec des plateformes aux US, en Angleterre, dans le reste de l'Europe qui existaient, qui se sont, en l'occurrence, entre-temps lancés en France. Et quand j'accélère encore un petit peu et j'avance dans le temps, il s'avère que ça s'appelle un business de marketplace, c'est-à-dire qu'on a des patients d'un côté qu'on veut connecter avec des psychologues et qui nous manquait l'avis, l'opinion, la connaissance tout simplement d'un psychologue avec la conviction chevillée au corps qu'en fait une thérapie ça fonctionne et un business autour de la thérapie ça va fonctionner seulement si on onboard les deux parties prenantes d'une thérapie. Les patients, on les connaissait un petit peu et on savait un peu comment leur parler parce que c'était nous. Il nous manquait les psychologues. Et c'est là où c'est la rencontre avec Hortense au printemps dernier qui a un peu scellé ce qui était une prise de risque forte, mais qui est celle de tout entrepreneur qui dit en fait je quitte mon taf, une boîte qui en l'occurrence marche bien, qui s'appelle Back Market, et une situation confortable, d'autant plus après un cancer où on n'a pas forcément envie de se relancer tout de suite dans un truc un peu stressant. Et disons qu'Hortense m'a déstressé. Et pas déstressé, non. Dans le sens où c'est toujours une aventure. On parlait du stress des entrepreneurs. On est en plein dedans. Mais à minima, ça nous a rassurés sur le fait que ce n'est pas juste une vision des utilisateurs, mais également côté psychologue, il y avait un besoin émis, alors pas que par Hortense, évidemment, on a parlé à d'autres psychologues, sur le fait qu'il existe d'autres solutions, en tout cas qu'il pourrait exister d'autres solutions qui soient plus alignées avec les besoins des psychologues et surtout spécialisées sur la santé mentale qui, aujourd'hui en France, on a grandement besoin. Et c'est ça que je trouve passionnant, c'est votre rencontre et comment la tech et la psychologie, on va en reparler des différents termes, mais peuvent s'allier et en fait avec une finalité de simplifier la rencontre entre un patient et la personne qui va l'accompagner au mieux. Donc j'imagine que dans ce cas, tu dirais que la tech peut aider les problématiques de santé mentale. Ouais, carrément. Alors la tech, elle peut faire plein de choses. On parlera un petit peu après d'IA, parce que du coup, ça serait dommage de ne pas en parler. Mais notre angle au début, notre approche, ça a été celle de la tech comme permettre la relation thérapeutique. En fait, ça commence par rencontrer un psychologue. La parole, elle se libère quand on parle à quelqu'un. Et pour libérer la parole, encore faut-il permettre à quelqu'un de rencontrer un psychologue. Et la tech, elle faisait déjà ça avant Terra. J'ai parlé de Doctolib, mais c'est compliqué de ne pas les citer parce que Doctolib le fait, permet une rencontre entre vous. Il y a 99% des Français qui ont un compte de Doctolib, donc je vais vous dire vous. Permet de rencontrer du coup sous un format d'annuaire non spécialisé qui ne permet pas du coup une rencontre qualifiée, mais un minima qui permet de trouver entre un dentiste, un kiné ou autre. Ensuite, ça peut permettre également la rencontre sous un format de téléconsultation. Je pense à des entreprises comme Care, qui est français, ou qui est Livy,
qui permet une rencontre quand potentiellement parfois c'est pas possible de se déplacer, ou lorsqu'on vit dans des régions, des zones en France où on n'a pas forcément un psychologue à côté, et donc des entreprises comme Care et Livy le font. Et enfin, il y a la troisième étape que nous on pensait manquante, et qui aujourd'hui s'appelle Terra, mais qui est de permettre d'aller un peu plus loin et de véritablement accompagner et guider quelqu'un dans la recherche d'un psychologue avec un focus porté sur la compatibilité. Parce qu'aujourd'hui, il y a dans la thérapie ce qu'on appelle une alliance thérapeutique, ce qui fait que c'est une relation de confiance, alors Hortense en parlera mieux que moi, de confiance, de sécurité qui est établie entre un patient et son psychologue. Et une des raisons principales pour laquelle les gens aujourd'hui ne consultent pas et ne franchissent pas le pas, c'est pas parce qu'ils ne trouvent pas de psychologue, je répète, il y en a 6000 dans le 19, d'après Doctolib, c'est parce qu'il y a un enjeu de réassurance fort autour de la compatibilité. Et en mettant la compatibilité au cœur de la proposition de valeur de Terra, en fait, on fait deux choses. Petit 1, en amont, on crée de la réassurance et on permet à tout à chacun de trouver le psychologue qui va les comprendre. En tout cas, ils ont l'impression d'être compris, d'avoir un espace de parole rassurant, qui va leur permettre d'avoir leur parole qui est accueillie, petit 1, et donc de franchir le pas de la thérapie. Et en aval, évidemment, c'est bien beau de mettre en relation, mais si ça ne marche pas et s'il n'y a pas ce match ou cette alliance thérapeutique qui est construite, du coup, c'est quelqu'un qui va voir un psychologue une première fois, qui ne va pas aller au bout de la thérapie ou qui ne va pas le voir une deuxième fois, et du coup, il y a un aspect déceptif hyper fort. Ce qu'on fait chez Terra, c'est ça. La compatibilité, c'est à la fois un outil pour permettre aux personnes de franchir le pas, tout doucement, sans les pousser, sans les forcer. Et à la fois, c'est de s'assurer qu'il y a eu la bonne rencontre et ensuite qu'il y aura le bon suivi thérapeutique. Merci Alexis. Et tu parlais de peur, et c'est un terme que je trouve très fort. Je rebondis juste là-dessus parce que tu disais, moi, j'avais pas peur d'aller voir un psy au moment où on t'a annoncé ta maladie parce que tu étais déjà allé en voir un, et j'avais envie de vous interroger là-dessus, c'était pas prévu. Mais parce que c'est vrai qu'on a peur, en fait, en général, d'aller voir des psys. J'ai l'impression qu'il y a un énorme obstacle à la première fois qu'on va aller voir un psy, avec le loupé potentiel aussi du premier psy qu'on va trouver, si on n'utilise pas Terra en tout cas. Et du coup, j'ai l'impression que c'est ça aussi que vous avez voulu pallier avec Terra. Est-ce qu'on peut peut-être juste en parler avant de... Oui, bien sûr. C'est un énorme sujet, la peur, hein, et c'est important de l'évoquer. Dès qu'on vit quelque chose émotionnellement qui est fort, qui prend de la place intimement en nous, qu'on ressent le besoin d'aller le déposer, déjà tout ça, ce qu'on va déposer, c'est extrêmement précieux. Donc, à qui est-ce qu'on confie ce qu'on a de précieux, à des fins probablement de travail et de réparation? Là, la question se pose. Et les interlocuteurs auprès de qui on peut déposer tout ça, c'est flou, c'est opaque. Il y a des psychiatres, il y a des psychothérapeutes, il y a des psychologues, il y a des psychanalystes, il y a absolument tout et n'importe quoi d'ailleurs aussi. Et donc, auprès de qui il y a une vraie mésinformation, donc ça crée une inhibition de la démarche, entre autres à cause de la peur, de l'absence d'information. On a souvent peur de ce qu'on ne connaît pas aussi, de ce qu'on ne maîtriserait pas. Et puis, le risque et le péril de tenter une relation de confiance qui n'aboutit pas, et alors qui peut impliquer le biais cognitif suivant. Alors, ça ne marche pas sur moi, ça ne prend pas, et j'ai plus de ressources. Sur moi, la thérapie, ça ne fonctionne pas. Et donc, ça, c'est une vraie confusion qui peut abîmer un petit peu ce processus d'aller attraper des mains tendues. Moi, j'en ai attrapé une et ça n'a pas fonctionné. Quid d'aller en attraper une autre? Non, c'est trop risqué. Donc, ça crée beaucoup de croyances limitantes. Il y en a en tout cas beaucoup autour de cette première très grande marche de l'escalier qui est trouver un psy qui a l'air de fonctionner pour moi. Deuxième énorme marche de l'escalier, s'y rendre, essayer de se mettre en alliance thérapeutique. Et les suivantes, quelque part, c'est encore un escalier, donc on monte encore et il y a vraiment du travail. Néanmoins, c'est des plus petites marches. Mais les deux premières, elles sont fondamentalement flippantes. Tu as parlé de croyances limitantes. Tu peux nous définir, parce que c'est un concept qui est hyper important qu'on ait tous en tête. Oui, absolument. On passe notre temps à faire des apprentissages. Donc, quand je fais ça, je ressens de la gratification, du bien-être. Quand je fais ça, à contrario, ça me met mal à l'aise, ça me gêne, etc. Puis on traverse la vie comme ça, à accumuler des apprentissages. Et puis parfois, on fait des apprentissages qui participent davantage à nous desservir qu'à nous servir et qui impliquent de croire des choses qui sont limitantes. Exemple... si aujourd'hui, au moment de prendre le micro, il n'y avait pas un seul mot qui était sorti, j'aurais pu développer la croyance limitante de prendre la parole en public. Pour moi, c'est impossible, c'est dangereux, c'est la honte. Et ça peut ensuite nuire toutes les fois où on me demandera de me prononcer.
Et ça viendra habiter une estime et une confiance en soi qui est abîmée sur le sujet. La croyance limitante, c'est l'apprentissage négatif de quelque chose qui nous dessert dans le futur. Merci beaucoup. Tu avais envie de dire quelque chose, Alexis? Ouais, peut-être ce qu'on fait beaucoup chez Terra, tu mentionnais, c'est de faire de la pédagogie sur, comme l'expliquait Hortense, sur la différence entre un psychologue et un psychiatre. Si on ne sait pas comment la thérapie va nous aider, forcément, on va être moins à même de franchir le pas. Et si on revient un petit peu en avant, pour parler un peu de moi, j'adore parler de moi, mais la première fois où j'ai passé le pas, moi je viens d'un milieu populaire, sans faire de sociaux de comptoir, mais d'un milieu populaire où voir un psy, c'est quelque chose de bourgeois, c'est quelque chose pour lequel moi, je n'étais pas hyper habitué, ainsi de suite. Et un mélange de burn-out, de dépression, de rupture amoureuse en 2020. Donc, j'ai vu un psy. Et la première chose que m'a dit mon père, c'est « Mais t'es malade ». Mon père, milieu populaire, en campagne, dans la Sarthe. Et en fait, ça se déconstruit, ça s'apprend. C'est un travail de longue haleine. On l'a pas commencé, on l'a pas initié. Il s'avère que dans les pays anglo-saxons, on en parle beaucoup plus. Il y a beaucoup... Alors en France, on a une série il y a quelques années qui s'appelle En thérapie, qui a contribué un petit peu sur un sujet qui est la psychanalyse. On le voit, j'ai oublié le nom, on en parlait de la série sur Apple TV qui parle de psychologues. Ah oui. Je suis trop nul et je l'ai oublié. Mais en fait, on voit aux US, il y a beaucoup plus de contenu qui... C'est pas Shrinking? Shrink. Si quelqu'un dans l'audience là, non, vous l'avez pas, allez regarder, c'est trop bien. Et du coup, voilà, venir normaliser, expliquer, sans avoir de paroles dogmatiques, sans avoir une posture très de sachant. Donc, vous devez voir quelqu'un. Ça fait partie intégrante, je pense, on le pense avec Hortense, du travail. Je répète, le but, c'est pas de pousser quelqu'un dans un entonnoir e-commerce de clic et de mesurer un taux de conversion. Il n'y aura pas d'iPhone reconditionné de toute façon. Peut-être à la fin. Ah, peut-être. Pour ceux qui répondent sur Twitch, on envoie Back Market, on peut demander. Voilà, c'est cette idée de venir positionner en amont, de déstigmatiser, de libérer la parole. Ça se fait en cabinet, mais ça se fait également en amont. Merci beaucoup, Alexis. Je voulais te demander, Hortense, parce qu'évidemment, on ne peut pas faire un événement tech sans parler d'intelligence artificielle. Et il y a un vrai sujet sur le rôle que joue aujourd'hui l'intelligence artificielle déjà sur les sujets de santé mentale. Et j'avais envie d'en discuter avec toi. Et puis peut-être d'abord te demander, au-delà de l'intelligence artificielle, on peut imaginer, je trouve a priori, que quand on est psychologue clinicienne comme toi, on peut être assez éloigné de la tech. Mais toi, tu le disais, tu as choisi de faire ta carrière dans la tech. Donc déjà, ça m'intéresse si tu peux nous en dire quelques mots. Alors, oui, complètement. La psychologie, c'est un héritage historique de la recherche clinique. C'est quelque part quelque chose de très ancré sur une durée longue qui peut avoir quelques réticences, récalcitrances à l'idée d'intégrer l'univers moderne et tous ces outils. J'y reviens parce que c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Qu'est-ce qui crée de la peur et de la méfiance? C'est ce qu'on ne connaît pas. Ce qu'on ne sait pas utiliser, ce qu'on a peur de ne pas savoir maîtriser, et donc les limites qu'on a peur de ne pas voir être posées. Donc, la première chose, c'est en tant que psychologue, c'est quasiment de l'ordre du devoir de s'intéresser à dans quelle société vivent nos patients. À quoi est-ce qu'ils ont accès, à quoi est-ce qu'ils n'ont pas accès, comment est-ce qu'ils l'utilisent. Et donc, comme en l'occurrence, il y a eu il y a 2 mois, en octobre 2025, une étude qui a été menée par l'université d'Harvard sur l'utilisation de ChatGPT, qui nous dit la première utilisation de ChatGPT, c'est pour du soutien émotionnel. Donc, à partir de ce constat-là, on se dit ah ok, donc c'est un sujet d'ampleur, l'intelligence artificielle ou de toute façon plus globalement tous les sujets tech. Le nier et se dire je suis contre, c'est pas du tout une posture contemporaine, ça fonctionne pas. Par contre, comment est-ce qu'on peut s'y intéresser pour essayer de faire en sorte d'en limiter les risques et les enjeux? Comment est-ce qu'on peut prendre de tout cela le bon et participer ensuite à de la prévention sur le reste? Je crois que c'est un positionnement psy qui me semble un tout petit peu plus ouvert et ajusté. En tout cas, moi, c'est celui que je défends bec et ongle. Et donc, sur ta question, qu'est-ce que ça peut nous apporter au plan psy? Les apports de la tech sur la santé mentale, directement, c'est exactement ce qu'a dit Alexis tout à l'heure, l'accès. C'est beaucoup plus accessible, c'est depuis mon téléphone dans ma poche. Je peux accéder à des applis de sophro, des applis de respiration, je peux faire de la télémédecine. Donc tout d'un coup, c'est à portée de main. À portée de main, c'est quand même sacrément pratique en termes de santé mentale parce que
bah, tout d'un coup, c'est le huis clos de mon téléphone et moi. Il y a plein de choses que je ne peux pas dire les yeux dans les yeux à quelqu'un parce que j'ai honte, parce que ça me gêne, parce que c'est une démarche risquée. Par contre, je peux le dire à mon téléphone. Et donc, quelque part, à partir du moment où un patient potentiel, en tout cas une personne, un utilisateur, cherche à attraper une main tendue, qu'elle soit virtuelle ou pas, on est déjà dans la désinhibition de quelque chose, on est déjà dans le mieux. Et puis... Après, donc il y a cette idée de gratuité qui peut être un frein à l'accompagnement thérapeutique. Là c'est en général, en tout cas, gratuit, accessible, facile. C'est une question simple que j'adresse, une réponse simple que je reçois aussi. Ça, c'est notamment pour ChatGPT. Donc, quand on vit quelque chose de très fort émotionnellement, et a priori, ça a déjà été votre cas à chacun d'entre vous, on a besoin de l'imminence de la réponse. On a besoin tout de suite d'y voir clair, de comprendre, d'avoir des premières pistes de réflexion. Quelque part, les outils tech peuvent, entre autres, permettre ça. Après, il y a plein de risques, on pourra peut-être y revenir, hein, c'est bien sûr plus nuancé, mais on a déjà ces idées en vrais points d'ancrage d'appui qui sont non négligeables. Tu voulais rebondir, Alexis, j'ai l'impression. Non. Là, on parle de Gen AI, d'IA générative beaucoup. C'est, je pense, le principal focus, que là, c'est là où il y a le plus de documentation. Après, Hortense l'a mentionné, mais l'IA, on partit à des textes, c'est pas que de la Gen AI, il y a également de l'outillage pour les psys. On va pas en parler là parce que c'est un peu moins intéressant, je pense, mais il y a beaucoup de choses notamment, et c'est ce qu'on vise à faire chez Terra. On a commencé pour simplifier la vie des psychologues, pour que les psychologues puissent passer plus de temps sur leur clinique, donc sur leur consultation, et passer moins de temps sur des tâches administratives qui de fait soit les éloignent ou à minima leur prend du temps pas dédié à de la clinique. Et tu as commencé à l'évoquer, Hortense, mais justement, on se pose évidemment beaucoup la question de l'impact pour la santé mentale, l'impact neurologique de l'arrivée très rapide et très intense de la Gen AI dans nos vies. Est-ce qu'on arrive à mesurer déjà un peu cet impact, même si tout ça est assez récent, mais... Il y a quand même beaucoup de recherches scientifiques sur le sujet. Bien sûr, on le mesure. Et là, à nouveau, ça ne va pas être réjouissant. Donc ça permet tout ce qu'on s'est dit de positif. Maintenant, travailler au contact de la tech, travailler au contact du numérique ou juste l'utiliser de façon régulière, journalière. Il y a plusieurs enjeux. Il y a d'abord un enjeu cognitif, de modification cognitive. Peut-être que vous le sentez d'ailleurs. C'est cette idée que vous raisonnez très différemment. Première raison, vos notifications continuent sur votre téléphone, sur votre ordi, qui vont passer leur temps sans que vous vous en rendiez fondamentalement compte, parce que vous l'avez en général intégré à vos habitudes du quotidien, passer leur temps à fragmenter votre attention et vos capacités attentionnelles. Maintenant, on fonctionne de manière beaucoup plus morcelée, avec un détachement de la tâche et raccrochage à la tâche, ce qui coûte énormément d'énergie d'un point de vue biochimique. Ensuite, on a, et c'est certainement aussi une zone problématique, l'encodage de l'information dans votre mémoire, qui est beaucoup moins d'évidence, parce que vous avez accès à de l'information, on a accès à de l'information beaucoup plus vite, de l'info tout cru, entre autres, via ChatGPT et compagnie, mais juste, on appelle ça le Google Effect, c'est l'idée de taper quelque chose, d'obtenir direct de l'info, on la fait sienne un instant, mais en fait, elle ne reste pas. Et ça, en termes d'encodage, faire travailler notre boucle phonologique pour qu'il n'y ait pas d'intégration de l'information, c'est encore de l'énergie dépensée pour peu en résultante. Après, on passe notre temps à prendre des micro-décisions. Ça, c'est dans vos environnements de boulot, c'est souvent. Micro-décisions, devoir avoir du jugement rapidement. Et on est vraiment sous influence numérique. Est-ce qu'on arrive à se forger aujourd'hui pleinement une opinion sans aller taper sur Internet, sans aller rechercher de l'info? Est-ce que j'arrive à réfléchir uniquement dans mes canaux intrapsychiques cognitifs, ou est-ce que j'ai tout le temps besoin d'externaliser en partie, un bout ou totalité de ma réflexion? Ça, c'est une vraie question. Et après, il y a deux autres choses fondamentales dont on a beaucoup entendu parler. C'est la notion de charge mentale, l'utilisation de tous ces outils dans la multitude mosaïque de choses qui existent. Ça crée énormément de poids dans une espèce de to-do list cérébrale. Et ce poids-là, il crée ce qu'on appelle aussi, c'est un phénomène complémentaire, la dette cognitive. La dette cognitive, c'est le fait que le temps avance et que ma liste ne soit pas appauvrie de tâches, et avec une sursollicitation, surstimulation numérique continue. Donc en fait, c'est un espèce de flux et un amoncellement d'informations. Ça, psychiquement, c'est dangereux. Et c'est surtout que ça modifie votre manière de réfléchir.
Et après, on peut pas ne pas en parler. Ce que ça vient modifier, mais là j'enfonce probablement une porte ouverte, c'est le relationnel. Plus on est en lien avec le numérique, et c'est d'ailleurs l'écueil dont vont avoir peur beaucoup de psys, est-ce que ça vient remplacer la relation? Donc il y a là-dessus plusieurs choses. Quand je demande à ChatGPT son avis, typiquement quand je vais aller au contact de cette information-là, alors j'appauvris complètement mon schéma relationnel, mes habitudes interactionnelles, de lien, etc. Je suis dans l'hyperactivation parce que la réponse est immédiate, rapide, complète, elle peut être retravaillée, etc. Et donc je sécrète à ce moment-là, au plan hormonal en général, beaucoup de cortisol et d'adrénaline, qui sont les 2 hormones du stress, qui nuisent forcément ensuite à votre manière de vous positionner dans le réel en relation. Quand vous arrivez dans un échange relationnel chargé de ces hormones-là, vous interagissez moins bien, de façon moins satisfaisante. Donc il y a aussi et la modification cognitive et le relationnel qui en est directement impacté. C'est passionnant et j'ai envie de te poser plein de questions, mais je veux qu'on ait le temps de prendre les questions de la salle de nos amis sur Twitch. Jérémy, tu lèves la main. Je ne sais pas s'il marche. Oui, c'est bon. Il y a une question notamment par rapport à l'IA, un peu quid, et si vous avez un peu des retours ou des réflexions autour des cas où l'IA elle aurait dérapé un petit peu, ou elle aurait vraiment indiqué des mauvaises directions à des personnes, et notamment les cas de dépendance qui ont déjà été documentés avec le modèle 4O de GPT, où quand il a été désactivé, ça crée beaucoup de problèmes. Est-ce qu'il y a des choses? Oui, bien sûr. Donc ça fait vraiment partie des risques. Le premier risque majeur concernant l'intelligence artificielle et la santé mentale, c'est le suivant, c'est que on a 0,15% des utilisateurs actifs de ChatGPT qui vont chaque semaine livrer des idées suicidaires. Donc, qu'est-ce qu'on fait de cette idée suicidaire qu'on reçoit? On la reçoit sans filet humain, sans bon sens moral, sans humanité interactionnelle. Et donc, du coup, déjà, il y a la prévention du risque suicidaire qui a intérêt à être à la hauteur de cette charge d'informations préoccupantes-là. Ça l'a pas toujours été. On a l'exemple d'un jeune adolescent de 16 ans qui s'est suicidé, qui a été aidé et accompagné par l'intelligence artificielle pour ce faire. Donc ça, c'est une des dérives, entre autres, parce que donc il n'y a pas eu un plan de sécurisation face à l'information préoccupante en question. Donc on a le risque suicidaire, et puis après, on a plein d'autres risques qui sont en satellite autour et qui sont pas moins graves. C'est cette idée que parce que j'ai mon bon compagnon ChatGPT qui va venir répondre à l'ensemble de mes questions et est un bon support émotionnel, alors c'est un substitut parfait à la thérapie. J'ai pas besoin d'être accompagnée et suivie. Ça, c'est un leurre d'évidence. La thérapie apporte évidemment tout autre chose et c'est incomparable. Soutien psy vs travail thérapeutique, on est dans 2 dimensions différentes. Donc voilà, en risque majeur. Et puis ensuite, la confusion sur ce qu'est l'aide psy, en réalité, on n'aura pas le temps d'échanger là-dessus, mais il y a une croyance profane limitante sur l'accompagnement thérapeutique qui est que le psy donne des conseils. Et ça n'est pas vrai, ça n'existe pas. Le psychologue ne donne pas de conseils, c'est le patient qui est le plus à même de penser et de solutionner sa situation. Et ChatGPT, typiquement, lui, il va conseiller. Donc, on n'est pas du tout dans la même posture interactionnelle. Et donc, voilà, les risques sont nombreux. C'est de toute façon, il y a un haut risque de santé publique sur le sujet intelligence artificielle, c'est sûr. Mais il y a aussi un potentiel, une puissance dont il faut se saisir tout en étant capable de la limiter. Merci Hortense. Et dans les ressources qu'on partagera pour les collaboratrices du Bon Coin, je vous ai notamment mis le lien d'un épisode du podcast Émotion que je trouve vraiment passionnant sur le sujet. C'est une enquête de Marie Misset. Le titre de l'épisode, c'est ChatGPT est-il un bon psy? Et elle a interviewé beaucoup de psychologues, de personnes qui se servent de chat comme psy en complément ou pas de thérapie. Et l'enquête est vraiment passionnante, donc je vous invite à l'écouter. Et peut-être 2 questions pour conclure avant de donner la parole aux personnes qui nous écoutent. La première, c'est à quel moment c'est le bon moment de consulter quelqu'un, à votre avis? Moi, je dirais il n'y a pas de bon ou de mauvais moment, il n'y a pas de bonne ou mauvaise situation. Non, mais en fait, ce que je disais précédemment sur le fait de libérer la parole, j'aurais du mal, moi, après, Hortense va répondre de manière plus clinique, à dire quand est-ce que c'est le bon moment, mais quand grosso modo, on pense que c'est le bon moment, je pense que c'est le bon moment, dans le sens où il n'y a pas un critère objectif de dire là, attention, il ne faut pas avoir encore heureux un cancer il ne faut pas forcément avoir une dépression, une rupture amoureuse, ainsi de suite. L'enjeu, c'est de pouvoir parler quand on en a
envie plus que quand on en a besoin. Je pense que la différence entre l'envie et le besoin de parler, il est assez importante. Et là, pour le coup, j'ai pas assez de connaissances, donc je vais lâchement me tourner vers ma collègue Hortense. Je suis là pour ça. En fait, en partant d'ici, si vous vous interrogez sur est-ce que j'aurais pas besoin de voir un psy, moi ? Est-ce que y a cette petite flamèche du pourquoi pas qui est en moi ? Prenez-le comme un signal. C'est que c'est probablement le bon moment. Le bon moment pour soi, il est important de ne pas l'attendre. En fait, il n'y aura pas de bon moment. Il n'y aura pas cette étape psychologique qui vous permet à la fois de vous mettre au travail, d'être en énergie haute pour travailler sur vous et votre fonctionnement avec un psy, mais suffisamment en énergie basse pour avoir besoin d'aide. En fait, ça, c'est complètement dichotomique comme situation. Donc, partez du principe qu'on a tous besoin à un moment de notre vie d'être accompagné et suivi. Le bon moment pour l'être n'existe pas. Et très certainement que si la question commence à se poser, si vous sentez que vous tournez en rond dans vos questionnements, interrogations et débuts de réponses que vous formulez, c'est peut-être que vous avez besoin d'ajouter quelqu'un à cette boucle-là et que ce quelqu'un, s'il est formé, diplômé, compétent et expert, alors la boucle, elle va prendre une autre tournure. Voilà, donc le bon moment est difficile à qualifier et probablement assez inexistant, l'attendez pas. C'est une pensée limitante quelque part de se dire qu'il y a un bon moment, si j'ai bien suivi. Dernière question. Oui, pardon. En fait, on prend le sujet de la thérapie, on a parlé rapidement avec du coût. Il y a un coût de la thérapie, c'est un enjeu de santé publique. On pourra en parler des heures ici, on ne va pas le faire du coup. Mais il y a quand même d'autres choses qui existent en amont qui ne sont pas que de la thérapie, qui coûtent moins cher ou qui coûtent pas cher ou qui ne coûtent pas, qui sont d'autres outils qu'on a à notre disposition dans une sorte de boîte à outils pour prendre soin de sa santé mentale. Je pense à de la méditation, je pense à du sport, pour ceux qui aiment faire du sport. Il y a d'autres leviers, il y a d'autres moyens qui amènent ou qui peuvent exister en parallèle d'eux, mais qui peuvent amener à la thérapie au moment où, comme Hortense le disait, si ces moyens-là utilisés commencent à montrer leurs fruits, voilà, on pense qu'à ce moment-là, la thérapie, oui, c'est une des solutions. Mais tu fais une belle transition vers ma dernière question, qui n'est pas ma question, qui est une question que j'emprunte à Lorraine Bastide, qui est une journaliste qui a fait un travail formidable dans le podcast, notamment avec La Poudre, déjà, pour donner la parole à des centaines de femmes. Et puis ensuite, elle a créé un nouveau podcast qui s'appelle Folie douce, que vous trouverez aussi dans les ressources et que je vous conseille chaudement. Et la dernière question qu'elle pose à ses invités, et je voulais vous la poser, c'est quoi, à votre avis, la meilleure des thérapies ? La meilleure des thérapies, c'est celle qu'on commence. Non, mais réponse facile, et quand on la commence sur terrasse, c'est encore mieux, pour nous à minima. Non, mais c'est celle qu'on commence. Je vais volontairement radoter, parce que parfois c'est important, mais pouvoir parler, c'est le premier pas pour aller mieux. Et après, que ça soit de la psychanalyse, que ça soit de la TCC, que ça soit de l'EMDR... TCC ? Thérapie cognitivo-comportementale. Bien sûr. C'est une nouvelle vague d'approche thérapeutique. En fait, parce que Alexis est en train de répondre sur les différents référentiels théoriques qui existent. En gros, une thérapie, c'est un espace de parole dans lequel je peux déposer ce qui se passe en moi pour entreprendre d'aller mieux avec un psychologue diplômé. Et il existe plein de manières de le pratiquer. C'est très psychologue dépendant. Et là-dessus, on a la psychanalyse que vous connaissez sûrement. C'est une approche thérapeutique. Il y en a plein d'autres. Et la bonne thérapie, c'est probablement la bonne pour soi, qui ne sera pas la même que ce copain de café qui vous recommande un psychologue, qui peut-être pour lui, cet accompagnement thérapeutique-là, ça a fonctionné, mais dans votre processus individuel de santé mentale, peut-être que pour vous, ce n'est pas l'endroit adéquat pour entreprendre d'aller mieux. Donc, la bonne thérapie pour soi, nécessite probablement cette première étape de filtre, de compréhension de quelle est votre problématique, quelle est la thématique en jeu, qu'est-ce qui prend de la place dans votre quotidien, dans votre chambre intérieure en ce moment, qu'est-ce que vous attendez comme résultat thérapeutique, est-ce que vous avez besoin de marqueurs de mieux, d'un plan d'action, de quelque chose de contemporain et de moderne dans l'approche, de psychodynamie, donc d'interaction, est-ce qu'à contrario, vous avez besoin d'un espace où on va venir réfléchir plutôt aux racines, à l'avant, au pourquoi. En fait, tout ça, c'est des questions qui peuvent se poser, soit un psy en première consultation, qui ensuite pourra vous réorienter aux besoins, soit vous n'avez pas envie d'égrener auprès de 2 interlocuteurs. Et donc, nous, on a créé Théra pour ça. Trouver la bonne thérapie pour soi, c'est se poser les bonnes questions en amont, qui ensuite permettent d'enclencher un processus thérapeutique au bon endroit directement.
Et je vous invite justement à aller essayer ce formulaire qui est sur Terra. Alexis, tu m'as dit c'est le cerveau d'Hortense. Donc si vous voulez voir le cerveau d'Hortense, À dispo et gratuit. Qu'on a essayé de condenser dans ce petit questionnaire d'orientation. Mais ouais, non, c'est l'idée de ce. On parlait du coup avant, on va toujours pas en parler, mais ce coup, il est On se pas rapproche, anodin. hein. Donc, voir un premier psychologue qui fait le travail que fait Hortense en consultation au cabinet dans le 18e arrondissement à Paris, au Lama. Ce travail-là, en fait, il a un coût. L'enjeu pour nous, ça a été d'essayer de le déporter dans ce questionnaire-là, qui, à la fois, qui coûte moins cher, petit 1, et qui permet de le faire chez soi, sur son téléphone ou sur un laptop. Et cette démarche, cette introspection, elle est plus simple à faire quand on est chez soi, devant n'importe quel quoi, mais en tout cas chez soi. Merci infiniment à tous les deux. Je vous propose, si vous êtes d'accord, qu'on accueille des questions. Oui, volontiers. Alors du coup, on a coupé la session de questions parce que les collaborateurs ou les gens qui étaient sur place ont pu poser des questions qui parlent de leur santé mentale à eux ou à elles. Et ça, bien sûr, restera dans la confidentialité des échanges entre les invités et les participants et les participantes. On vous invite à venir directement au Bon Coin la prochaine fois pour échanger avec nous et poser des questions aux invités en direct. Vous pouvez également suivre en direct sur Twitch et poser des questions via Twitch. Moi, je l'ai fait. Je posais une question via Twitch. C'était rigolo. Il y a Jérémy dans la salle qui a posé la question pour nous. Encore merci à tous les gens qui sont venus et qui ont participé à l'événement. Bravo aux invités. C'était très inspirant. Et on vous retrouve très très vite. À bientôt.